Radio J. Le 10-11, Lise Goodman. Radio J. Radio J, viens je t'emmène. Voilà, et ce matin, nous allons évoquer Francfort et le Choum en compagnie de Steve Krief. Steve Krief, bonjour. Bonjour Lise. Donc Steve, c'est Gigi d'Europe, voilà. Et puis Dominique Friedman, bien sûr, les journées européennes de la culture juive qui avancent à grands pas puisque ça démarre en septembre. Eh ben oui, on est en pleine préparation. En tout cas, toutes les associations de Paris et de France sont en plein préparatif des journées européennes. Des journées européennes. On en parlera bien sûr à la rentrée. Pour l'instant, on part à Francfort. Et pour nous en parler, je crois que c'est Steve qui ouvre le bal. Oui, quand on va aller dans cette région étonnante où il y a à la fois la ville très moderne de Francfort et ce qu'on appelle Choum. Alors, Choum, en hébreu, ça veut dire l'ail. C'est un célèbre acronyme qui reprend les premières lettres des trois villes mythiques de Spire, Worms et Mayence. Trois villes qui, le long du Rhin, représentent le berceau de la pensée juive ashkénaze. À partir du Xe siècle, et cela pendant les siècles qui suivirent, il s'agira du lieu principal de la pensée juive médiévale, avec tous les grands chachamim qui naquirent et étudièrent, y vécurent. Alors, donc, ça veut dire aïe avec les trois premières lettres, le S, donc le U et le M. Et parce qu'il y a aussi le côté très épicé des débats qu'il y avait entre eux, ces fameux pile-poule, ces dialectiques juives qui vont donner naissance à tant de grands penseurs, et notamment Rashi, qui séjournera. Alors, oui, une histoire très très forte, évidemment. Oui, et c'est ça qui est le contraste est extraordinaire parce que vous avez ces petites villes qui sont facilement accessibles depuis Francfort et à côté donc cette grande ville de Francfort très moderne et très diverse. Et d'ailleurs à l'image de l'opéra voisin du quartier d'affaires, Francfort est avant tout une ville de rencontres, d'échanges fructueux dans tous les domaines et entre populations depuis le Moyen-Âge, mais aussi le témoin et l'acteur d'une grande violence comme ce fut le cas pendant la Shoah. De Goethe à l'université qui porte son nom, de la rivière du Main qu'elle tutoie le long des musées et quartiers reconstruits, à son aéroport international et sa place financière, cette ville de moins d'1 million d'habitants offre aux visiteurs redécouverte et inspiration entre le passé et le futur, thème cher à Hannah Arendt, comme cette statue de David et Goliath posée en plein quartier du shopping. Dominique. Eh ben oui, alors moi, je vous propose de commencer la visite de Francfort par une croisière sur le Main, cette rivière qui traverse la ville. C'est une croisière, comme ça, on offre une vue unique sur la ville et entre modernité des gratte-ciel et charme historique. D'ailleurs, vous savez qu'on surnomme Francfort la ville Manhattan, grâce à ses gratte-ciel et à sa rivière Main. Autre façon de voir Francfort... C'est un joli jeu de mots. Et oui, tout à fait. Autre façon de voir Francfort, monter sur le sommet de la Main Tower, la seule tour de la ville qui est ouverte au public. On peut prendre l'ascenseur jusqu'à la plateforme située à presque 200 mètres de haut pour profiter d'une vue imprenable sur tout le paysage urbain. Le Römerberg, qui veut dire mont des Romains, est le cœur historique de la ville et la place où se trouve l'hôtel de ville qui remonte à l'an 1405. Flanquée de maisons à colombages, cette place historique servait de lieu aux premières foires commerciales de Francfort déjà au XIIIe siècle. Au milieu de la place trône la fontaine de la justice. Et puis depuis cette place, on peut continuer vers le pont Eisener Steg pour traverser le Main et faire une balade au bord de la rivière. Justement, après avoir traversé ce pont, on se dirige vers le quartier de Sachsenhausen, près de la Frankensteiner Platz, Et là-bas, on peut boire dans ce quartier une boisson qui est tout simplement un cidre local, Apfelwein ou Ebelwoi, comme les Francfortois le disent. Donc c'est un cidre légèrement alcoolisé qui est produit dans les régions autour de Francfort. Et puis vous pourrez trouver dans certains des meilleures et des plus anciennes tavernes de cidre, dans les rues pavées de ce quartier, une ambiance incroyable. Tout ça pour débuter une soirée ou la finir pour les fêtards. Et puis Francfort, c'est aussi la ville natale de l'écrivain le plus important de l'Allemagne, Johann Wolfgang von Goethe. Et bien que la maison de Goethe fut détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été entièrement restaurée avec les meubles originaux, les peintures et les livres de la famille Goethe. Autre endroit à ne pas rater,
le musée d'art moderne et contemporain de Francfort, qui est célèbre pour sa vaste collection d'art, qui comprend des artistes comme Roy Lichtenstein, Joseph Beuys, Andy Warhol et Gerhard Richter, et bien d'autres aussi, mais qui est aussi connu et réputé pour son architecture audacieuse. En effet, le musée, il a une forme triangulaire, et d'ailleurs, localement, on l'appelle le morceau de gâteau. Ah Et oui, carrément. voilà, la rive sud du Main est connue sous le surnom aussi de Museumsufer, la rive des musées. C'est ici que vous trouverez un grand nombre de musées, notamment le Deutsches Filminstitut et le Städel. Pardon. Oui, c'est pas le Städel. Le quartier accueille aussi un important marché aux puces tous les samedis matins. Et puis, le musée Senckenberg est le deuxième plus grand musée d'histoire naturelle d'Allemagne. Il présente des milliers d'objets exposés allant des fossiles d'amphibiens aux momies égyptiennes, en passant par la plus célèbre attraction de son musée, une exposition de grands squelettes de dinosaures, l'un des plus grands d'Europe. Et puis, pour parler encore de Francfort, on quitte Francfort là, on va faire une excursion dans la vallée du Rhin, qui est l'occasion de faire une croisière qui passe devant la Loreley et les châteaux médiévaux, ainsi que des dégustations de vin à Rudesheim. À Rudesheim, c'est une jolie Avec petite ville. modération, hein, Toujours quand avec même. modération, bien sûr. Oui. C'est une petite ville, et dans la ruelle Drosselgasse, qui est un des endroits les plus connus de la vallée du Rhin, c'est la fête du vin permanente, où on va déguster le fameux Riesling du Rheingau. Et on y trouve des nombreuses tavernes qui invitent à la dégustation. Et puis on danse aussi au rythme rhénan dans les guinguettes joyeusement décorées. La vallée du Rhin est reconnue par l'UNESCO et c'est un trésor de paysages époustouflants, de châteaux médiévaux et de vignobles renommés. Et vous serez plongé là dans la légende de la Loreley qui ajoute une touche mystique. Oui, alors Steve. tout ce dont parlait Dominique, effectivement, toutes ces rencontres dingues, ces ambiances, et comme on va en parler tout à l'heure pour... Une ville vraiment historique. Vraiment historique, avec une grande variété, et notamment de sa vie juive, comme on peut le voir. Moi, j'étais vraiment assez étonné quand j'étais parti pour Gigi d'Europe, pour enquêter, rencontrer et faire une mise à jour justement des lieux, par cette diversité-là. Alors, il y a la Judengasse, c'est un nom qu'on retrouve dans pas mal de villes, qui signifie ruelle des Juifs. C'est là que s'établit le ghetto à partir de 1460. Ah oui. Et malgré l'époque du ghetto, il y avait déjà de grandes rencontres entre populations juives et chrétiennes, notamment dans les inspirations, par exemple. C'était des ghettos ouverts quand même. Ça veut dire semi-ouverts. Voilà. Semi-ouverts. C'est pour ça que les rencontres étaient possibles. Tout à fait. Et des fois, elles étaient même forcées lorsqu'elles n'étaient pas possibles. On sait par exemple que des chants juifs étaient composés sur des mélodies de musique chrétienne et des contes chrétiens inspirés par des œuvres juives. Il y avait aussi un célèbre personnage qui s'appelle Mayer Amschel Rothschild, qui était dans ce ghetto. C'était un étudiant issu d'une famille modeste qui s'intéressa aux mathématiques et à la finance. Il effectua un stage dans une banque de Hanovre, puis devint gérant de fortune à Francfort. Il diversifia ses activités et envoya ses 5 fils à Londres, Paris, Vienne, Naples et Francfort pour y développer la dynastie Rothschild, connue aussi bien pour sa réussite que sa générosité. Alors, cette diversité-là, donc c'est ça qui est dingue, c'est à la fois la ville originaire des Rothschild, celle où il y avait un ancien ghetto, c'est celle aussi de Moritz Daniel Oppenheim, un très grand peintre qui a au XIXe siècle mis en avant cette forte émancipation qu'on a pu constater à l'époque, et parlant de belles rencontres, notamment vous pourrez voir dans un des 2 musées juifs de la ville un tableau qui présente la visite de Félix Mendelssohn Bartholdy à Goethe, dont parlait tout à l'heure Dominique. La vie religieuse est aussi très variée, c'est là qu'il y aura des courants libéraux qui vont émerger, des courants ce qu'on appelle aujourd'hui modernes orthodoxes, donc dans une grande diversité, généralement dans des débats assez apaisé, surtout par rapport à aujourd'hui, entre tous ces courants, et qui va justement montrer la belle diversité de ce judaïsme. Et moi, un lieu qui m'a particulièrement touché, c'est, on parlait de Goethe qui est effectivement présent dans toute la ville, il y a l'université Goethe qui est magnifique, et qui ressemble un petit peu dans l'esprit pour moi à celle de Ramat Aviv, à Tel Aviv, parce qu'il y a tous ces bâtiments de départements séparés par de jolies pelouses, et il y a un monument qui rend hommage à Adorno, qui était un des grands penseurs de ce qu'on appelle l'école de Francfort, avec Horkheimer et tous ces penseurs juifs d'avant-guerre. Il y a 2 musées, vous pouvez visiter à Francfort, un qui, comme à Vienne, un qui parle de la vie ancienne médiévale, situé à côté du cimetière, et l'autre, le musée moderne. Donc vraiment une grande inspiration, et des lieux aussi de commémoration par rapport à la Shoah, comme l'ancienne synagogue Ostend, et pour finir, la très belle synagogue de West End que je vous recommande, et un petit peu plus haut aussi, vous pouvez visiter le lieu dont est originaire la famille d'Anne Frank.
Donc vraiment une grande diversité. Oui, c'est vrai que la famille d'Anne Frank venait Et d'Allemagne il y a et une plaque venait de justement France, sur le bâtiment où ils ont vécu Ouais. avant de partir en Belgique. voilà, En aux Pays-Bas. Hollande, Aux Pays-Bas. pardon. Pardon, à Mais Amsterdam. la Belgique était sous contrôle hollandais à un Oui, moment, donc voilà, on peut confondre c'est des fois. C'est pour ça que j'ai fait le lapsus. Juste un Dominique. petit complément au niveau de la famille, pour la famille Rothschild, l'ancêtre en fait était tavernier dans cette rue des Juifs, dans ce faubourg juif, et le blason de la taverne c'était Zum Rothschild au bouclier rouge, d'où l'origine du nom Rothschild. Ah mais oui, bien sûr. Oui, et leur histoire est très bien expliquée au musée juif, justement, effectivement, comme le dit bien Dominique. En vous écoutant, on n'a qu'une Ouais. idée, c'est d'y courir. Hein. Alors, on continue avec Mayence. Eh ben oui, je vous parle de Mayence. On quitte Rothschild, on quitte Francfort. et voilà. Et je vous fais découvrir Oui. un peu Mayence. Mayence avec ses rues pavées, bordées de maisons à colombage, impeccables, aux enduits blancs et aux poutres rouges foncées, surmontées de toits à pignons recouverts d'ardoises grises. La vieille ville de Mayence, c'est une merveille. Elle a été progressivement restaurée dans les années 80 et aujourd'hui, donc, elle laisse paraître tous les colombages. Et puis, une promenade dans la vieille ville, c'est plonger dans l'histoire mouvementée de la ville. Parce que le début de la ville commence en 13 avant Jésus-Christ, avant l'ère vulgaire, avec l'établissement d'un camp légionnaire romain. La plus ancienne maison à colombage de Mayence est la maison gothique d'Aschaffenberg, qui date certainement de l'époque médiévale, à peu près début 15e siècle. Peut-être d'ailleurs que Johannes Gutenberg, qui était de Mayence, a assisté à sa construction. Le grand inventeur de l'imprimerie moderne, d'ailleurs, donc, vivait, comme je l'ai dit, à Mayence. La cathédrale Saint-Martin, qui se dresse fièrement au-dessus de la ville. Elle a bien vécu des épreuves depuis plus de 1000 ans, des incendies dévastateurs, des guerres, des destructions. Mais les Mayençais l'ont toujours reconstruite, transformée et rendue et encore plus magnifique et belle. Et ben cette imposante cathédrale, elle est faite de grès rouge et c'est un véritable joyau. Et les jours de marché, elle sert également de toile de fond à l'animation des places. Les jolies fontaines, les colonnes et les maisons aux couleurs vives semblent presque disparaître parmi les élégants étals du marché. L'Augustinerstrasse est l'artère principale de la vieille ville. Joyeuse, conviviale, animée, elle regorge de charmantes petites boutiques et de cafés. Rien de tel que savourer un café et une part de gâteau en regardant le monde passer. Les habitants de Mayence sont connus pour leur gentillesse, leur accessibilité, leur bonne humeur. Et le meilleur endroit pour l'observer est bien sûr dans un de ces charmants bars à vin. On y entend les bavardages, les rires amicaux dans les rues sinueuses de la vieille ville. Et puis si vous entrez dans une de ces tavernes, ils vous feront de la place. Et s'il y a encore trop de monde, ils se déplaceront pour partager une table. C'est du vécu, ça? Tout à fait. Voilà, on le sent. Oui, Steve? Oui, effectivement. Et le long de cette belle promenade, vous avez de nombreuses tavernes et concerts et un lieu très, très festif à côté de ces immenses anciens bâtiments. Donc, c'est ça qui est très impressionnant dans la région. C'est comment la modernité tutoie l'ancienneté. Et pour moi, une des photos très symboliques de ça, c'était, je reviens un tout petit peu en arrière au musée juif de Francfort, où à un moment, on voit des joueurs de hockey sur glace participant au Maccabiades en Israël se prendre en photo devant le mur de Jérusalem en tenue d'hockey sur glace. Donc, c'était complètement délirant. Donc, Oui. c'est vrai que, voilà, on tutoie donc plusieurs ambiances, plusieurs époques. Et dans la cathédrale dont parlait Dominique, on peut voir encore accroché pendant quelques mois d'immenses textes de 5 mètres sur 7 de la Bible du Gutenberg. C'est assez impressionnant dans cette très belle cathédrale. Alors Mayence est connue aussi comme étant probablement la plus ancienne des communautés juives du Choum. Elle date du Xe siècle, voire avant. Elle est le symbole de cette autorité spirituelle et intellectuelle juive, car de nombreux synodes y furent organisés, notamment au XIIe siècle. Et grande figure française qui contribua à l'évolution spirituelle dans la région, c'est Rabbeinu Gershom. Ah, mais oui. Voilà, le célèbre rabbin qui est né à Metz et qui est connu surtout avec ses takanotes qui ont révolutionné le judaïsme, parmi elles l'interdiction de la polygamie en 1000 et la nécessité d'obtenir l'accord de la femme pour entamer une procédure de divorce. Alors lui, il est mort à Mayence en 1028. Alors aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose par rapport au patrimoine ancien de Mayence, mais il y a une magnifique synagogue contemporaine qui s'appelle Kedusha et là vraiment avec une forme architecturale complètement dingue. Vous pourrez voir d'ailleurs sur le site tous les lieux dont on parle de Gigi d'Europe et vous pourrez voir les photos de cette
étonnante synagogue de Mayence. Et comme de nombreuses communautés juives en Allemagne, elle a été principalement reconstruite après la guerre avec la venue de juifs de l'ex-URSS. Vraiment, donc il n'y a pas tellement de traces de cette ancienne vie juive, mais c'est une ville, comme l'a bien dit Dominique, très agréable où se balader. Magnifique. Alors ensuite, on part à Worms. Eh ben oui, Worms. On est dans la vallée du Rhin, je le rappelle. Voilà, on fait notre petit itinéraire. Nous arrivons à Worms, qui est la ville de Luther, mais aussi la ville des Nibelungen, qui est et aussi une petite Jérusalem sur le Rhin dont nous parlera Steve. La ville rhénane est l'une des plus anciennes d'Allemagne. Au Moyen-Âge, Worms était un centre de pouvoir de l'Empire allemand. Et puis la légende raconte qu'elle fut également un lieu clé du chant des Nibelungen. La diète de Worms, où Martin Luther fit sa grande apparition, eut lieu en 1521. Et la cathédrale Saint-Pierre, construite au XIIe siècle, domine toujours le paysage urbain de la ville. L'impressionnante tour-porte a été construite dans le style des Nibelungen à la fin du 19e siècle. On va peut-être rappeler ce que sont les... Et je vais le dire. Selon la légende, Hagen aurait jeté le trésor des Nibelungen dans le Rhin à cet endroit. Et la statue de bronze de Hagen, sur la promenade de Rhin, en contrebas du pont, rappelle cette période mythique de l'histoire de la ville. On est en plein dans les mythes de cette région, voilà, de l'Allemagne. Tout près du centre-ville, d'ailleurs, il y a un musée, le musée des Nibelungen, qui est installé dans 2 tours des remparts et qui retrace, entre autres, l'histoire de la ville depuis la légende des Nibelungen et de Siegfried, le tueur de dragons. À quelques mètres du musée se trouve la cathédrale Saint-Pierre. De nombreux événements sont déroulés dans la cathédrale. D'ailleurs, Grégoire V, le premier pape allemand, a été élevé ici à Worms. Et en 1235, il accueillit donc le mariage impérial de Frédéric II. La cathédrale, d'ailleurs, accueille un événement annuel important, la fête des Nibelungen. Et l'histoire, voilà, pour répondre à votre question, l'histoire des Nibelungen est racontée chaque été sur la scène en plein air devant le théâtre. La basilique romane, d'ailleurs, est l'une des 3 cathédrales impériales du Rhin, avec celle de Mayence et de Speyer. Oui, ville de nombreuses religions, comme c'est bien indiqué lorsqu'on arrive à Worms. À côté de la cathédrale, un peu plus bas, vous avez un très important cimetière juif où 836 tombes ont été répertoriées. Il date du XIe siècle, avec plusieurs niveaux aussi. Donc les plus anciennes sont en bas et en haut, vous pouvez voir donc les plus contemporaines. C'est vraiment très très impressionnant comme lieu à visiter. Et là aussi, dans cette ville, il y a quand même pas mal de traces. Ça a été préservé de l'ancienne vie juive. Lorsque vous remontez les fontaines dont parlait Dominique et les rues commerçantes, vous arrivez à la Judengasse avec donc l'ancien quartier juif, plus vers le nord, à côté de la gare. Et là, vous avez une synagogue et un musée. Et deux très beaux endroits à visiter qui sont un à côté de l'autre. Alors la synagogue se trouve sur une place devant laquelle il y a une plaque qui rappelle le lieu aussi d'une autre synagogue, la synagogue des Lévis, qui était en face. Donc la synagogue, lorsque vous entrez, il y a 2 salles parce que cela se faisait au Moyen-Âge, c'est ce qu'on appelait les Frauenschule, donc une salle dédiée pour les femmes qui assistaient à côté de la salle des hommes. Mais elles avaient un office ou... Non, elles suivaient. Elles suivaient et suivaient, souvent à travers quelques petites fenêtres, comme on le voit très bien à Speyer, dont on parlera juste après. Mais elles ont pu avoir des salles de plus en plus grandes et enfin ouvertes aux autres. Donc là aussi, on parlait tout à l'heure de Rabbi Gershom qui a permis l'évolution, l'émancipation des femmes. Et là aussi, petit à petit, dans le Moyen-Âge, dans le judaïsme, on donne la place que méritent les femmes aussi. Oui. Donc, j'adore ce genre de... Bah oui, mais il faut être fier justement des luttes féministes dans le judaïsme et savoir justement aller de l'avant et enfin leur reconnaître ses droits et ses devoirs. Il n'y a pas de raison. Et donc, vous visitez donc cette synagogue et... très belle synagogue avec beaucoup d'émotions. D'ailleurs, on sent vraiment qu'elle attend à nouveau le retour des fidèles. Moi, j'étais assez touché. Et juste derrière, vous avez donc le musée qui présente très bien, avec différents panneaux, l'histoire des Juifs de Worms et de la région de Chum, un Sefer Torah à côté d'une vidéo qui explique. Aussi des objets assez étonnants, comme par exemple un cintre qui appartenait à une célèbre, c'est le magasin Goldschmidt de Worms, qui était le magasin de textile le plus connu et le plus grand de Worms. Donc, beaucoup de lieux émouvants et notamment aussi lorsque vous descendez dans le musée, un golem allongé qui vous tend les bras et constitué de lettres hébraïques avec le Aleph de Emet. Donc vraiment
À voir de absolument. nombreuses références juives et très touchantes. Le temps passe très vite. Dominique, 1 minute sur Spire. Oui, très rapidement. Il faut quand même qu'on en parle de Spire, hein. Cette ville qui était vraiment appréciée par Goethe. D'ailleurs, Goethe aurait certainement suggéré de visiter la cathédrale. Elle est très impressionnante. Et d'ailleurs, c'est le plus grand monument de l'époque romane et le plus important par son histoire. Elle est d'ailleurs inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981. Au fil des ans, la cathédrale n'a pas été épargnée par les incendies et les destructions. Elle a failli même être démolie en 1806, après la Révolution française. Mais lors d'une rénovation majeure dans les années 50, elle a retrouvé ses racines romanes. Les peintures du 19e siècle ont été retirées, le sol restauré à son niveau d'origine. Alors la cathédrale est ouverte toute l'année, on peut même y assister à des offices, à la visite, mais également des concerts. Parce que depuis plus de 30 ans, notamment, à la mi-octobre et au mois de novembre, se tient des International Musiktage Dom zu Speyer, un programme de musique classique interprété par des grands musiciens. Un autre musée remarquable à Spire, c'est le musée des techniques, qui est installé sur un site connu sous le nom de Quartier Martin, donc qui date de l'époque de l'occupation française suite à la Seconde Guerre mondiale. Il est consacré au transport sous toutes ses formes, avec des pièces exceptionnelles comme un Tupolev, un Antonov ou même un Boeing 747 où vous pouvez monter, tout comme un grand sous-marin où il y a même une locomotive. Et c'est le plus grand musée européen de navigation spatiale, donc qui expose d'ailleurs comme pièce maîtresse la navette russe Buran. Très intéressant, Steve. Oui, alors, petite visite rapide. Lorsque vous arrivez à la gare, vous traversez le parc Adenauer et vous arrivez sur le Kikar Yavne, le centre, la place Yavne, en hommage à la ville jumelée avec Spire. Et même écrit en hébreu sur un des signaux. Et on dit Kikar. Oui, Kikar, c'est écrit. D'accord. Et en face du Kikar Yavne, il y a une très jolie place où Weidenberg, où vous voyez une menorah en métal et juste derrière la synagogue contemporaine, parce qu'il y a une vie communautaire active actuellement à Spire. Et bien sûr, Spire est surtout connu, une fois que vous passez par la vieille ville, à son musée juif et surtout son mikvé magnifique à visiter. Avec l'eau, vous avez l'impression parce que c'est nourri vraiment par le sol, c'est très profond à 10 mètres, donc il est très présent, il pourrait même presque être utilisable. Et donc les vestiges des 2 synagogues qui se trouvent autour. Et il y a également de nombreux hommages aux personnes assassinées pendant la Shoah. Donc une visite vraiment très touchante également dans à Spire. Donc, on va terminer cette jolie émission consacrée à la vallée du Rhin, à Francfort, au Choum, etc. On part pour les événements culturels en Europe. Très vite à Bruxelles. Voilà, très vite à Bruxelles, le 11 juillet, avec le musée juif de Bruxelles, Mutam Porphosis, une exploration immersive de l'hybridité à travers une programmation transdisciplinaire, notamment Adi Salomé d'Aon, avec une performance slam, suivie de House of Gabbana, une danse performance. Madrid. Le 17 juillet à 18h à la Casa Sefarad, un récital No Quiero Madre avec des chansons séfarades. Et c'est un très beau lieu que j'ai visité, je conseille, si on part en vacances à Madrid. Athènes. Une expo consacrée aux juifs grecs après la guerre au musée juif d'Athènes, la première du genre. Et à Amsterdam. Et pour finir en musique, un magnifique concert aux chandelles le 10 juillet à la synagogue portugaise. Et tous ces événements sont présents sur jguideeurope.org pour suivre l'actualité culturelle juive européenne. Bravo. Merci à tous les deux, Dominique Friedman, Steve Krief. Et on termine avec quelques notes de Mendelssohn, bien sûr, dans la vallée du Rhin, le songe d'une nuit d'été. Radio J. Radio J. C'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Cyrielle